Bonjour à tous et bienvenue à cet afterwork dédié à l'univers du sport. Est-ce que vous vibrez pour le sport? Vous êtes peut-être un sportif de haut niveau ou peut-être juste un sportif amateur mais totalement passionné. Est-ce que vous aimez vous dépasser? Est-ce que vous avez le sens de l'effort? Vous croyez dans l'esprit d'équipe? À moins que vous ne soyez avant tout un supporter inconditionnel. Et oui, en fait, il y a mille et une manières de se passionner pour le sport, il y a mille et un métiers, mille et un parcours qu'on va essayer ensemble de vous faire découvrir aujourd'hui avec tous nos invités. Notre objectif, vous aider à faire de votre passion, un métier. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter dans le chat. On vous propose de démarrer tout de suite en accueillant le parrain du pôle sport du groupe Omnes Éducation, Pierre Niguet, qui est le rédacteur en chef de Prime Video. Bonjour Pierre. Bonjour Florence. Bienvenue, ravi. Merci de m'accueillir. Ouais, ravi de t'accueillir également. Je te propose qu'on commence en parlant de toi. Tu es donc le rédacteur en chef de Prime Video. Et en fait, on se posait la question, quel est le lien finalement entre Prime Video et le sport? Amazon a décidé depuis plusieurs années d'investir dans le sport, dans les droits du sport. Et Prime Video est donc la marque d'Amazon en France sur le marché français, avec l'acquisition notamment de Roland Garros. On a pu le suivre en mai dernier. Et Amazon a remporté donc les offres de la Ligue de football professionnel et diffuse pendant les 3 prochaines saisons, en comptant celle-là, 85% du football, se partage le marché notamment avec Canal+. Donc concrètement, nous diffusons 8 matchs sur 10 de Ligue 1 tous les week-ends, parfois 9, et puis 8 matchs sur 10 de Ligue 2. Donc voilà, on est présent du vendredi au dimanche, on est devenu l'acteur principal du foot français de la Ligue 1, en tout cas, hein, sans être péjoratif avec nos concurrents, au contraire. Mais donc voilà, on débarque. C'est pas anecdotique. Ouais, c'est pas anecdotique et c'est, j'espère, le début d'une belle aventure. Alors en parlant de belle aventure, il y en a une autre aussi, puisque tu es engagé vis-à-vis du pôle sport dont tu es le parrain. Pourquoi tu as décidé de devenir le parrain du pôle sport ? Pour plusieurs raisons. Sans faire de philosophie de cuisine, c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens un peu plus jeunes que moi, puisqu'il faut que j'avoue que je vieillis comme tout le monde. Et voilà, j'ai moi-même eu la chance, quand j'avais une vingtaine d'années, d'être conseiller. Et je trouve que c'est toujours très, très intéressant d'avoir une interaction avec ceux qui vont faire le sport de demain. Moi, je suis dans les médias, le sport dans les médias, mais on va en parler, je pense, plusieurs pôles différents. Donc voilà. Faire passer le message, de se confronter à la réalité, je pense que c'est un peu le message principal que j'ai envie de dire. Connecter au terrain. Être connecté au terrain et de ne pas être uniquement dans la réflexion, mais d'être aussi dans l'action. C'est comme ça qu'on sait ce qu'on aime faire ou pas dans la vie. Très bien. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ce domaine du sport? T'es tombé dedans quand tu étais petit? Évidemment, c'est l'émotion. Je veux dire, on a tous, je pense, un rapport au sport. J'imagine... Toi-même, Florence, des moments devant... Mais si, on a tous un moment devant une télévision, dans un stade, avec ses parents, ses frères, sœurs, cousins, cousines. Et le sport, c'est l'émotion. Il n'y a rien de plus fort qu'une émotion. Et le sport, ça véhicule cela. Ça véhicule ça quand on est petit. On a ensuite... Moi, j'ai grandi avec les France 98, par exemple, pour être concret. Et aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec certains joueurs de France 98. J'ai la chance aussi de continuer à être au plus proche des sportifs, du sport, de l'ambiance sportive, être dans un stade, être dans une enceinte sportive. Vibrer sport. Vibrer sport et voilà, faire son métier autour de ça, en ayant la tête froide, mais continuer à avoir ça Mais le cœur qui bat, l'émotion qui est là. Mais complètement. Et le plus compliqué dans mon métier, c'est d'arriver à l'apprendre, à l'emmagasiner, à la faire retranscrire du plus fidèlement possible, la partager pour que les gens devant leur télé, qui nous regardent dans les émissions, qui lisent nos journaux, qui écoutent nos émissions de radio, essaient de ressentir cela, eux, dans leur canapé, alors que nous, on a la chance, parce que c'est une chance, d'être au plus près des sportifs et du sport. Et ben voilà, tu as ouvert très bien cette session, tu as donné cette tonalité d'émotion qui va nous suivre pendant tout cet afterwork. Merci beaucoup Pierre. On va se retrouver tout à l'heure pour une autre séquence qui nous permettra de profiter de tes bons conseils de parrain. On a hâte de te retrouver tout à l'heure. Un peu de pression alors, merci. Passons maintenant à une séquence qui va nous permettre de questionner une professionnelle en devenir, une étudiante du groupe. Elle s'appelle Marie Mana et elle réalise son alternance dans l'un des événements sportifs les plus regardés au monde et qui va marquer le siècle. Je vous laisse deviner, les JO 2024. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ravie que tu aies pu venir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler où tu réalises tes études en ce moment et qu'est-ce que tu fais comme études d'ailleurs? Bien sûr, je suis en Master 2 à l'INSEC sur le campus de Paris. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'univers du sport? Comment t'es tombée dedans? Depuis toute petite, je suis tombée dedans, on va dire. J'ai fait 20 ans d'escrime, dont 10 en équipe nationale. Donc voilà, pour moi, le sport, donc sportive de haut niveau. Exactement. Et ensuite? Je me suis fait une reconversion, on va dire, dans le milieu professionnel. J'ai commencé par faire des études d'ostéopathie.
Ce n'était pas mon domaine de prédilection. J'ai donc fait un point sur ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, Marie? Eh bien, retour aux bases, retour au sport. Donc, un bachelor à l'INSEC Paris, puis un master. Et là, tu penses que tu as trouvé ta voie? Oui, après 5 ans, j'en suis sûre. Tant mieux, super. Lors des 3 années de bachelor, les étudiants ils doivent réaliser des stages qui sont plutôt avec une connotation commerciale. Toi, tu as réalisé le tien chez GoSport, où tu étais conseillère de vente. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a apporté? Parce qu'on s'imagine que ce n'est pas forcément très glamour au départ peut-être, mais je crois que tu en as retiré beaucoup de choses. Tout à fait. Quand on m'a dit que je devais faire des stages dans la vente, j'étais un petit peu, comment dire, un peu effrayée. Au début, je me suis dit, mais c'est pas du tout ça pour moi, à l'école de commerce, faire de la vente. Et c'est vrai que faire un stage dans la vente chez GoSport, ça m'a appris énormément de choses. Tout simplement le contact, savoir vendre un produit, savoir se vendre auprès d'une clientèle. Et puis savoir absolument aller à droite à gauche, être multitâche, tout simplement. Et puis vendre un produit, comme tu disais, c'est quand même la base du commerce. Oui, tout à fait. Très bien. Ensuite, tu as réalisé un stage dans une association qui organise des courses inter-entreprises. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Chez Special Olympics France, pendant 6 mois, c'est mon stage de dernière année pour conclure mon bachelor. Donc, on devait organiser une course inter-entreprise sur Rueil-Malmaison, Et malheureusement, avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu aboutir à mon stage. Mais c'était un événement à faire de A à Z. Donc voilà, en tant que sportive, j'ai vécu plusieurs compétitions, des événements. Et là, je me retrouve derrière, en fait, en backstage, et devoir organiser une compétition de A à Z. C'est assez passionnant, ça. Très passionnant et on en apprend beaucoup. J'imagine. Et puis alors, donc tu arrives en Master 1, la patatras, il y a le Covid, comme tu le disais. Ça a été un petit peu compliqué, puis tu as fini par trouver ta mission chez Paris 2024. Comment tu as réussi à la trouver, cette alternance? Parce que je pense qu'elle fait rêver quand même pas mal de monde. Oui, je pense, on me demande tous les jours. Alors, grâce à mon réseau, tout simplement, il ne faut pas avoir peur de se baser sur les gens qu'on connaît, travailler son réseau et tout. C'est très important pour l'avenir. Et en tant qu'étudiante, je l'ai bien compris. Et il fallait que ça a marché. Ça a marché, exactement. Tu es la preuve. Aujourd'hui, c'est quoi ta mission au sein de Paris 2024? Alors, je suis à la team mobilisation des athlètes. Donc, on a un pool d'athlètes qu'on essaye d'engager sur plusieurs partenariats avec des partenaires, par exemple Decathlon, Sodexo, tout ça. Et on a plusieurs missions, dont l'engagement et l'héritage. On a eu l'été dernier pour les Jeux de Tokyo 2020 une fan zone à Trocadéro. Trop bien. Parce que le public français malheureusement n'a pas pu se déplacer à Tokyo. Donc quand les athlètes revenaient, on les a fait défiler devant tout le peuple français. Donc on a pu savourer ces victoires, ces médailles avec tout le monde. Et qu'est-ce que tu vas emporter avec toi de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris pour l'instant? Beaucoup de choses, beaucoup de choses en un an d'alternance. Mais le fait d'être volontaire et dynamique, ça a été quelque chose de très récurrent. C'est quelque chose qui est important dans la vie de tous les jours, je pense. Et de ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, tout ce qui était multitâche à faire, ne jamais dire non. Le multitasking. Exactement, le multitasking, c'est savoir commencer plusieurs projets et puis surtout les finir dans les délais engagé, quoi. Le management de projet, le fameux management de projet. Exactement. Et du fait, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi la qualité, la compétence qui est la plus importante quand on a envie de travailler dans l'univers du sport? La volonté, tout simplement, la volonté et aller vers l'avant, quoi. Peut-être que c'est mes capacités aussi que j'ai eues en tant qu'athlète, mais toujours aller de l'avant, toujours être demandeur. Quand on est sportif, on a cette oui, arme, on a cette arme de la gagne, de la compétition. Donc le challenge au quotidien et ne pas lâcher. Exactement. Est-ce qu'il te reste un rêve à réaliser? C'était les Jeux pour moi, donc je suis très heureuse. Alors, parce que là c'est 2024, donc c'est dans 2 ans. Ton alternance, normalement, elle se termine un peu avant, donc le rêve, ce serait d'enchaîner, de faire la liaison, exactement, d'être embauchée à plein temps à Paris 2024. À bon entendeur pour les équipes JO 2024, on compte sur vous. Voilà, petit message. On leur passe le message. Et puis sinon, parce qu'on a beaucoup de lycéens qui nous suivent et qui sont sûrement aussi des fans des Jeux Olympiques, je suis sûre que tu peux avoir 1 ou 2 bons plans à nous partager, à leur partager. Bien sûr. Ce serait quoi? Bien sûr, le programme volontaire et bénévole qui va sortir en 2023 et qui va être justement parfait pour les lycéens, les bénévoles, qui vont avoir 18 ans, qui vont pouvoir participer et pour accompagner les Jeux de 2024 dans Paris. Génial. Et si on pourra le suivre où? C'est sur Internet? Sur Internet, sur le site de Paris 2024, exactement. Et deuxième tips, c'est le village olympique. Avec la Solidéo, nous avons une maquette du village olympique qui est à disposition de tous. Je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est très impressionnant. Génial. Merci beaucoup, Marie, pour notre échange. Et puis, j'en profite aussi pour rappeler que sur le compte Omnes Éducation sur Instagram, dans les stories, il y a plein de petits témoignages, de petites séquences très courtes de 15 à 20 secondes avec des petites pépites et des conseils de pros du secteur. Donc, surtout, n'hésitez pas aussi également à jeter un petit coup d'œil.
Merci beaucoup Florence. Marie et puis à bientôt. On ne souhaite que ça, que tu sois sur les JO en 2024. À bientôt. Merci Florence. Débutons maintenant une séquence d'immersion dans le secteur du sport, d'autant plus que nous avons un guide de choix. Pour nous faire découvrir cet univers, il s'agit du directeur du pôle expert sport qui s'appelle David Bouvier. Rebonjour David. Rebonjour Florence. Alors, on va commencer par une question un peu business. Oui. Quel est le poids du marché du sport en France ? Alors en France, le marché du sport est un marché qui est en constante évolution, qui a progressé ces dernières années. Aujourd'hui, il pèse 90 milliards d'euros. 90 milliards d'euros. Tout à fait, donc avec plusieurs répartitions et qui emploie quand même 450 000 personnes. Donc on voit que c'est un marché florissant où il y a beaucoup de possibilités. Il est structuré en deux gros pôles, on va dire. Il y a le côté associatif, puisque le sport a une grande partie sur l'associatif. On a aujourd'hui 360 000 assos, donc où il y a de l'emploi, puisqu'on a à peu près 40 000 emplois. Donc on voit bien que c'est un marché où on peut aussi trouver cheval à son On n'y pense pas forcément en fait. Non, on n'y pense pas forcément parce qu'on pense que l'asso c'est le bénévolat, il n'y a pas d'emploi, Ouais, ce qui est faux. Et après, il y a les entreprises évidemment, et on va voir qu'il y a plusieurs types d'activités. Les entreprises aujourd'hui en France, c'est 112 000 entreprises et qui embauchent 350 000 à peu près, un peu plus de personnes. Donc un secteur qui marche très bien, où l'innovation est prime, puisqu'on voit bien, on parle de secteur de la distribution, on voit qu'il y a de l'innovation tous les jours, on voit que les produits évoluent. Donc c'est un secteur qui a connu la crise, mais qui est très dynamique. À quoi est-ce qu'on explique la croissance de ce secteur ? La croissance, elle était aussi due à l'évolution des mentalités des gens. On voit qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Les gens ont envie de se mettre au sport. Il y a le sport santé, il y a le sport loisir, il y a le pratiquant. Donc c'est ce qui a permis aux gens d'accéder au sport. Et de fait, puisqu'il y a des gens qui pratiquent, il y a du marché. Donc c'est ce qui a fait évoluer les choses. On voit aussi que le sport va se structurer. Ça s'est démocratisé en fait Ça s'est démocratisé, oui. Et puis je dirais que ça s'est démocratisé avec des nouvelles disciplines, plus accessibles. Plus de découvertes aussi de sport qu'on n'aurait pas fait forcément avant. On sort un peu du schéma. Oui, et puis le schéma un peu classique, je suis licencié d'un club pour faire un sport. Donc il y a les sports individuels. Il y a aussi la techno. Le digital a amené par exemple ce qu'on a vu pendant le confinement, les cours de yoga en ligne. Donc on voit bien que le marché a évolué. Il y a aussi le côté aussi plaisir, beaucoup plus. On fait du sport plaisir. On n'a pas besoin d'être un grand sportif pour se faire plaisir. Moins la performance et plus… Ouais, moins la performance, la découverte, un petit peu le côté… je trouve que la santé a beaucoup fait évoluer les choses. On se rend compte que pour être en forme, que ce soit en entreprise, en études ou dans le monde, dans la vie, il faut faire du sport. Je pense qu'il y a aussi l'évolution du matériel. Le sport a été rendu accessible par du matériel qui a changé. Bon, je prends un domaine que j'adore, qui est le ski. Aujourd'hui, le ski, c'est plus facile de faire du ski actuellement qu'il y a quelques années où le virage STEM, qu'on appelait, était un virage absolument incroyable à faire, quoi. Donc tout ça a fait que le marché a beaucoup progressé et puis que les gens font du sport. Je crois que c'est 67% des gens déclarent en France pratiquer un sport. Ouais, donc 67% de passionnés, en tout cas de personnes qui ont une sensibilité avec cet univers du sport et du fait de clients potentiels de structures, d'entreprises, d'associations, etc. Tout à fait, voilà, et donc de fabricants, de distributeurs. Et là, on est vraiment sur la pratique du sport. Et l'autre évolution aussi, c'est quand même l'accès aussi à la télé. On voit bien qu'aujourd'hui, alors télé, internet, tous les médias qui existent, les gens aiment regarder du sport. Donc c'est ce qui fait consommer. Être supporter. Être supporter, ou être passionné, regarder des belles images. Donc on a vu l'explosion des droits télé dans le foot, par exemple. Donc ça veut dire que le marché est très positif. Il y a aussi le côté, je pense, les grands événements. Souvent, quand on a un grand événement, c'est pour ça que les pays veulent les grands événements. Donc, il y a les Jeux de Pékin qui vont attaquer en hiver, mais on aura pareil 2024. Et que 70% des acteurs aujourd'hui disent que ça va booster encore. Pourquoi ? Parce que les gens vont se rendre compte que c'est fédérateur. Très fédérateur et puis très opportuniste. C'est-à-dire que ça structure aussi un marché. Parce que quand on parle du marché du sport, il y a aussi les investissements des collectivités. Tout d'un coup, on fait des stades. Donc, les stades, il faut aussi avoir des gens qui fabriquent les stades, etc. Donc, c'est un engrenage très positif. Il y a quand même eu la crise sanitaire là, et qui est même encore un petit peu là. Quel impact elle a eu sur cet écosystème du sport ? Alors la crise sanitaire a quand même été difficile pour le monde du sport, puisque c'était un moment un peu compliqué, surtout pour les associations, puisque les associations sportives sont souvent financées par les adhérents.
Et là, il n'y a plus d'adhérents puisqu'on a arrêté l'activité. Les financements publics sont plus compliqués aussi puisque le côté public finance d'autres choses aujourd'hui. Après, le monde du sport aussi doit se restructurer. Il y a quand même une évolution. On le voit bien avec la digitalisation. Donc tout le monde aujourd'hui se met un peu plus dans ce statut-là. Il y a des nouveaux usages. Il y a des nouveaux Comme usages. Tout à l'heure avec le yoga en ligne, par exemple. Enfin voilà, on se retrouve à faire du sport dans des situations. Ouais, c'est un nouveau. Il y a eu énormément de créations, par exemple, pendant le Covid. Là, il y a eu beaucoup de créations d'entreprises, mais plutôt pour des coachs sportifs divers et variés. Ou des applis d'ailleurs. Des applis. Et puis aussi, je pense qu'il y a une professionnalisation à avoir dans le sport. L'assaut de papa et maman, ou du moins un peu old school, elle est terminée. Il faut se professionnaliser, ce qui donne beaucoup d'opportunités aux jeunes. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une asso lambda où chacun donne un peu de son temps. Ça, c'est terminé. Il faut aller chercher du financement privé, du sponsoring. Il faut faire connaître même son petit club de quartier. Hein. Donc ça restructure. Et il y a plein d'outils pour ça aujourd'hui. Ouais, il y a plein d'outils. Il faut les maîtriser. Ouais, il faut les maîtriser. Donc c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui vont avoir leur place dans le monde du sport. On voit aussi que par exemple, tout ce qui est faire vivre une expérience. Donc ça, c'est très important. Les gens veulent découvrir quelque chose. On est un peu dans le voyage quand on fait du sport. Donc ça va amener d'autres métiers, community management, ça va amener les métiers aussi d'accompagnateur. On est plus sur les choses un peu plus techniques, mais c'est un marché qui a vraiment, vraiment de belles années, mais qui va complètement se modifier. Il y a une grosse modification du secteur. Et donc de la place pour les jeunes dans ces nouvelles transformations. Ouais, c'est une nouvelle transformation. Donc si on prend le côté associatif, il y a énormément de transformations. Ça, c'est sûr que l'association va changer, donc il y aura de l'emploi. Sur le côté entreprise, on est sur l'innovation. On parlait des incubateurs, on parlait un petit peu, un terme qu'on n'aime pas, mais les clusters. Mais les clusters plutôt dans le monde du sport. On voit bien qu'il y a énormément de choses qui se passent. Il y a un marché qui va pouvoir complètement se moderniser. On parle d'évolution produit, donc l'usage, la facilité aussi. Donc moi, je crois que c'est un secteur très intéressant. Et je sollicite, du moins, je dis aux jeunes, venez dans ce secteur avec votre passion. Il y a du potentiel. En France, en plus, on est quand même dans un territoire où il y a énormément de belles entreprises du sport. Nous sommes des pratiquants de sport. Donc ça, c'est aussi lié Il y a une culture. Il y a une culture. Il y a aussi, il y a une disparité sur les territoires. On voit bien que, par exemple, le territoire de Rhône-Alpes, qui est un territoire de montagne, il y a énormément de pratiques. Où se situe, par exemple, Chambéry. Où se situe Chambéry, exactement. Voilà, et il y a beaucoup d'emplois dans la région Rhône-Alpes, mais il y en a beaucoup aussi à Paris, parce qu'à Paris, par exemple, il y a tous les sièges sociaux. Donc c'est là aussi, je crois que c'est à peu près 20% du business du sport se situe à Paris et voilà, un peu le nord, puisqu'on a par exemple Lille, où il y a un grand groupe de distribution qui se situe. Donc oui, il y a de belles opportunités pour les jeunes. Et puis je dirais aussi des métiers qui sont devenus plus techniques. C'est un peu ça l'évolution du sport. On vient plus parce qu'on aime le truc et puis on se dit voilà, on professionnalise. Ouais, on professionnalise. Et ce qui va être bien, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que ce métier attire beaucoup de gens, a attiré beaucoup de gens, mais pas forcément des pros. Donc voilà, j'ai connu dans le monde du sport des gens qui étaient un ex-rugbyman, qui travaillait dans un club, et ça c'est terminé, ça c'est fini ce temps-là. Bon, on se rend compte qu'il y a énormément de potentiel. Merci beaucoup David pour cette séquence d'immersion dans l'univers du sport. Très bien, merci. Bonjour Pierre, ravi d'échanger avec toi donc en version digitale. Tu es donc le directeur de la communication du Grand Prix de France de Formule 1 et je te propose d'évoquer dans cette séquence un sujet auquel la génération Z est particulièrement sensible, qui est le lien entre sport et engagement. Ok pour toi? Très bien, bonjour Florence, merci de me recevoir. Bah, tu vois, voilà, on se reçoit, on est connectés tous les deux. Exactement. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours? Il me semble que tu es un ancien élève du groupe Omnes Éducation. Oui, exactement. Je suis un ancien élève de l'INSEC Business School et que j'ai réalisé entre 2012 et 2015 à Bordeaux. Et j'avais réalisé à l'époque un master entrepreneuriat à l'INSEC. Très bien. À la suite de ça, j'ai fait donc un stage de fin d'études à la Fédération internationale de l'automobile. Ton chemin a commencé à bifurquer vers l'univers automobile. Ouais, j'avais une vraie volonté en tout cas de travailler dans un domaine qui me passionne. Et j'avais réalisé plusieurs stages à l'étranger dans divers domaines avant. Et je m'étais dit que ce stage de fin d'études, il était important pour moi de le faire dans cette passion qui m'anime, qui est le sport automobile.
Et donc, je me retrouve fin 2015 sur ce stage de fin d'études à la Fédération internationale de l'automobile après une candidature spontanée. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible, ouais. Et de fil en aiguille, j'ai exercé plusieurs. Donc, à la fin de ce stage, j'ai intégré la FIA en tant que responsable du digital. Et puis après, j'ai eu d'autres missions où j'ai été chargé de mission pour le président de la FIA qui à l'époque était Jean Todt. Enfin, j'ai réalisé une autre mission de 2 ans où j'étais responsable média pour la F1, pour la FIA, donc sur tous les Grands Prix, pendant à peu près 2 ans. Donc, je suis resté grosso modo 4 ans à la FIA et j'ai eu une autre opportunité, celle de rejoindre le Grand Prix de France. Ça va faire à peu près 3 ans, jour pour jour, que j'ai intégré le Grand Prix de France en tant que directeur de la communication, des relations médias et aussi de la RSE. Voilà. Très bien. On a les trois, le trio. Exactement. Et justement, par rapport à ce poste de directeur de la communication, c'est quoi tes missions en quelques mots au quotidien? Tu fais quoi? En quelques mots, alors mes missions, elles sont diverses et variées, mais je vais avoir une grosse mission prioritaire qui est plutôt une mission comme marketing, donc dédiée à la promotion des ventes et à la vente de billets pour le Grand Prix de France. Et puis enfin, je vais avoir une autre mission, 2 autres missions un peu plus com et enfin com RSE, mais une com sur l'intégralité des actions du Grand Prix de France, aussi bien commerciales que institutionnelles, que RSE. Et puis en relations médias aussi importante. C'est une grosse part de notre activité parce qu'on est un événement qui reçoit chaque année, à chaque organisation, environ 600 journalistes. Donc, c'est une mission qui, plus on va se rapprocher du Grand Prix, plus va devenir un point important Un sujet RP important. ouais, au quotidien. Voilà. Alors, j'ai une question pour toi. Tu es prêt? Allez. Est-ce qu'il faut être fan de F1 pour faire ton métier? Est-ce que c'est la condition sine qua non pour toi? Non, pas nécessairement. Aujourd'hui, un titre d'exemple, dans notre équipe, on est entre 20 et 25 personnes à l'année. Bon, jour de l'événement, on n'est pas loin de 1000, mais à l'année, on est 20-25 personnes. L'équipe aujourd'hui du Grand Prix de France, elle est composée de personnes qui sont fans de sport pour la plupart d'entre eux, mais pas forcément fans de Formule 1. Fans de sport, voilà, de manière un peu plus générique, quoi, de l'esprit du sport, c'est ça? Exactement. Donc, on a beaucoup de fans de foot, on a des fans de rugby. Et indirectement, ça permet de donner un peu plus de richesse que d'être un petit peu trop ancré sport auto. Alors, c'est important. C'est important pour comprendre nos clients, pour comprendre un petit peu de quoi on parle, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Exactement. Alors, notre sujet ensemble, donc c'est sport automobile et puis aussi engagement. Et en préparant cet échange avec toi, en fait, j'ai découvert que le monde de la Formule 1 avait plein de facettes engagées qu'on n'imagine pas forcément, à commencer par la sécurité routière. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que sécurité routière, F1… Oui, alors effectivement. Ici, en fait. Ben, si, effectivement. Alors, la Formule 1, c'est un laboratoire industriel et c'est un laboratoire de technologie unique. Comme tu le sais, on avait eu l'occasion d'en discuter. Ce sont des constructeurs automobiles qui participent à ces compétitions automobiles. Et la Formule 1, mais comme aussi le reste du sport automobile, a toujours été à la pointe de la recherche sur des applications qui ont commencé à exister en sport auto et qui sont intégrées dans la vie de tous les jours. Je te donne un exemple, l'anti-blocage de roues sur les voitures, ce qu'on appelle communément l'ABS, c'est ce qui te permet en tout cas que les roues ne se bloquent pas quand tu freines très fortement. Mieux maîtriser les… Voilà, parce qu'une roue bloquée va plus vite et plus loin qu'une roue qui ne bloque pas. C'est une technologie qui, à l'époque, a été développée en sport automobile. D'accord. Il y a eu d'autres technologies comme l'anti-patinage, comme l'amélioration des ceintures de sécurité. C'est aussi des technologies qui ont été développées à travers le sport automobile. Et donc, in fine, c'est ce qu'on appelle chez nous, c'est du transfert du circuit et le transfert du sport automobile à la route. Track to road, c'est ça l'expression que tu m'avais dite? Exactement. Track to road. Donc, c'est du laboratoire, de l'expérimentation dans le contexte de la F1 vers la vraie vie, enfin la vie quotidienne, on va dire. Voilà, alors il y a des transitions, on va dire, sécuritaires, mais il y a aussi des transitions industrielles et des transitions énergétiques.
voilà, malheureusement, et je pense qu'il y a un beau c'est pas assez connu, mais le moteur d'une Formule 1 aujourd'hui est un moteur hybride. Donc avec une C'est partie. fou ça. Ça, Ouais. j'aurais jamais. Enfin, moi, je ne suis pas une grande connaisseuse, mais j'aurais jamais imaginé. Donc il y a une grosse partie du moteur qui est un moteur qui est un moteur électrique dans la Formule 1 avec de la récupération d'énergie et qui délivre de l'énergie électrique. Et ça va faire 7 ans que c'est le cas. Et voilà, il y a d'autres aujourd'hui systèmes qui sont en train de se développer, hein. On parle de moteurs qui vont devenir des moteurs au biocarburant. Donc, ça a toujours été un laboratoire pour la sécurité et la transition énergétique. Beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Exactement. Alors, le temps passe vite, mais côté inclusion, égalité homme-femme, est-ce qu'il y a des engagements aussi côté Formule 1? Ouais, il y a un peu plus d'engagement. Alors, ça a toujours été un sport très masculin par essence, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y a des vraies passerelles qui se créent. Il y a des beaux programmes qui ont été développés par Formula One notamment et par la FIA pour justement développer ces problématiques-là. À titre d'exemple, il y a eu des créations de séries féminines, c'est des séries qui n'existaient pas. Je pense à la Women's Series, qui est une série avec 20 monoplaces identiques. Il y a 20 pilotes féminines qui participent à cette compétition-là. Et on l'aura notamment lors du Grand Prix de France cette année, où je pense encore aussi avec de plus en plus de participation de femmes, en tout cas aux 24 heures du Mans, avec des équipages 100% féminins. Et puis sur tout ce qui est inclusion, etc., il y a une vraie prise de conscience de la part de la Formule 1. Alors, aussi véhiculée par certains ambassadeurs de marque et qui ont une certaine puissance, et notamment Lewis Hamilton, qui a fait un combat quotidien de ces sujets-là et de ces causes-là, et ce qui permet de faire avancer pas uniquement la Formule 1 sur ces questions-là, mais le monde du sport en général. Avec alors des prises d'action et de la communication, mais avec des vrais engagements financiers, des développements de partenariats et de la création d'associations avec des fonds qui permettront d'aider des jeunes défavorisés, issus de milieux défavorisés, à pouvoir imaginer se lancer dans le sport dans les années à venir. Voilà. Et tu m'avais aussi parlé du handicap, d'ailleurs. Tu me disais que c'était l'un des seuls sports où finalement on peut adapter la voiture par rapport au handicap, ce qui est génial. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Oui, exactement. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années que la Fédération internationale de l'automobile et le sport automobile s'intéressent à ces sujets-là. Et il y a des vraies passerelles, notamment, je pense à Frédéric Saucé, qui est un quadri amputé, qui a réalisé plusieurs fois les 24 heures du Mans, donc qui a été capable de réaliser cette course alors que voilà, il est quadri amputé. Ou Philippe Crozon, qui a fait le Paris-Dakar il y a quelques années, etc. Donc il y a des vraies opportunités, et il y a une commission pour les personnes justement en situation de handicap à la FIA, et de beaux projets et de belles actions concrètes. Concrètes sur ces sujets. Génial. Alors, deux toutes petites questions pour terminer. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à un lycéen qui rêve de travailler dans le secteur du sport automobile? C'est une bonne question. Alors, il faut un lycéen qui veut se lancer dans le domaine du sport automobile. C'est pas facile, mais en tout cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que il y a toute une série de métiers possibles autour du sport automobile. On a souvent il n'y a pas que celui qui est dans la voiture. Il n'y a pas que celui qui est dans la voiture. Il n'y a pas uniquement la partie mécanique et ingénierie. On a souvent tendance à raccourcir, à se dire qu'il n'y a que des opportunités dans ces secteurs-là. Et au final, il y a un vrai boom du secteur. Donc, il y a beaucoup plus de demandes. Il y a de plus en plus de demandes dans tout ce qui est marketing, communication, partnership, sponsorship, business development. Et que parfois, il ne faut pas aussi uniquement viser la catégorie, mais viser l'écosystème. Il y a plein de partenaires qui recherchent. Il y a plein de nouveaux entrants qui recherchent des personnalités, qu'aujourd'hui, le marché explose un petit peu, et c'est très intéressant. C'est plus du tout la même situation qu'elle ne l'était il y a quelques années. Voilà. Beaucoup plus ouvert finalement, on a l'impression. Un peu plus ouvert, avec vraiment beaucoup plus d'opportunités. Ouais. Très bien. On va terminer avec la question du public. On a nos lycéens qui ont une question pour toi. Quel est ton souvenir le plus marquant professionnellement? Est-ce qu'il y a un souvenir, parce que tu es quand même dans un univers en plus un peu qui fait rêver pas mal de jeunes, est-ce que tu as un petit souvenir qui nous ferait rêver aussi et qui te fait rêver toi aussi?
Ah, mais il y en a plusieurs parce qu'il y a, ouais, il y a eu des rencontres aussi quand j'étais chargé de mission. Ouais, je dirais des rencontres institutionnelles qui m'ont marqué. Elle est la plus belle. Il y a pas un Tu as le souvenir, droit mais il y d'en en a parler ou plusieurs. pas? Ouais, mais ça va pas leur parler aux lycéens. Mais moi, j'avais été particulièrement, euh, j'avais particulièrement été, je trouve pas le mot. Impressionné, Impressionné, touché. exactement, pardon, merci beaucoup. Quand j'ai rencontré le secrétaire général de l'ONU, Bah, tu plusieurs, m'étonnes, c'est pas mal. et puis je pense mon premier Grand Prix aussi. Ah ouais. Ah, le Euh, premier Grand Prix. Mais ouais. pas devant la télé, pour de vrai. Non, ouais, en vrai, je me souviens, c'était à Barcelone en 2015. Voilà. Génial, super. Bon, bah écoute, on embarque ça comme souvenir, on le partage avec toi. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience et toutes ces infos qui nous font découvrir en fait l'univers de la Formule 1 sous un angle assez atypique, je trouve, et sûrement très inspirant pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup, Florence, à bientôt. À bientôt. Débutons une nouvelle séquence vrai ou faux. Faut-il être un sportif pour travailler dans le sport? Ça, c'est une sacrée question. Et pour en discuter, nous avons aujourd'hui avec nous David Bouvier, directeur du pôle expert sport, et Grégoire Tournon, journaliste. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va y aller cash. On va commencer avec toi, Grégoire. On te pose la question. Faut-il être sportif pour travailler dans le sport? Alors, je vais répondre cash. Cash. Non. Non, pas être. Alors, qu'est-ce qu'être sportif? Est-ce que c'est être sportif de haut niveau? Est-ce que c'est pratiquer le sport? Est-ce que c'est aimer le sport? Est-ce que c'est faire du sport au quotidien? Oui, il faut aimer le sport. Après, de là être sportif et sportif de niveau, non, je ne pense pas. En tout cas, pour travailler, on peut venir d'ailleurs, voilà, c'est sûr. C'est possible en tout cas. C'est possible. Voilà, c'est pas 100%. Non, pas 100% sportif. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Comment est-ce que toi, tu es tombé dans le sport? Alors, j'ai toujours pratiqué du sport et des sports outdoor, des parents très sportifs. Donc, j'ai toujours fait du sport. Alors, pour ce qui est de mon parcours, je suis journaliste, conseiller en communication en images et en événements. Et j'interviens pour des solutions de communication auprès des entreprises, et notamment dans le sport. Et je suis arrivé dans le sport un peu par hasard. J'avais bossé à France Bleu Gironde au début de mes études à Bordeaux, sur les bords terrain, en rugby, pour la radio. Et en arrivant à France Télévisions, un jour, je croise un type qui s'appelle William Lémergie, qui était le présentateur de Télématin, une émission matinale pour ceux qui se lèvent très tôt, qui me dit « Tu as une bonne tête de sportif, est-ce que tu peux prendre la chronique sport ?» Donc j'ai commencé à faire la chronique actualité sportive. Ça commence comme ça, une Ça carrière. commence comme ça. Et j'étais journaliste infogéné, classique. Et après, j'ai commencé à faire d'autres chroniques où je testais les sports. J'étais sur le terrain, où j'ai testé les sports pendant quasiment 20 ans. D'accord. Et aujourd'hui, quel est ton lien avec le groupe Omnes Éducation? Je crois que vous vous connaissez, hein Oui, tout à fait. Avec le groupe Omnes Éducation, je travaille pour l'INSEC Sport sur 2 thématiques. La première est filmer dans le sport. Donc apprendre à tous les jeunes à voir autre chose que des retransmissions sportives déjà, à s'ouvrir à d'autres disciplines, à d'autres types de films, des documentaires, de la pub ou autre, et de leur dire, vous savez aussi filmer. Vous avez des outils géniaux, les téléphones portables, et pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, en paysage, pour adapté. filmer et faire des choses hyper sympas. Ce que j'ai encore fait ce matin avec des jeunes à Paris. Et j'interviens aussi en prise de parole en public et média training, l'art du pitch, savoir parler, et même si je parle extrêmement vite, ce que je n'apprends pas à l'école, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est sur ces problématiques-là, je trouve ça assez génial. Très bien. On va revenir à notre sujet. Alors, en préparant cette séquence, tu m'as partagé que selon toi, l'important, c'était pas d'aimer le sport, mais les sports. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les sports avec un grand S, voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'un sport. Il y a les sports médiatiques et médiatisés, mais il y a plein d'autres sports. Et toutes les disciplines se valent pour moi. Voilà. Faut aimer la pratique sportive, faut aimer les résultats sportifs peut-être, mais pas que. Il n'y a pas que des compétitions, il n'y a pas que des sports de compétition. Il faut aimer les sports. Au sens large. Tu es raccord, David? Oui, tout à fait. Et en plus, c'est ce que nous, on incite au niveau des étudiants, c'est cette culture générale du sport. C'est pas forcément d'être un sportif, mais il faut aimer le sport et puis il faut savoir aussi en parler, puisque c'est quand même un secteur très précis et très spécial. Donc, en effet, il faut aimer les sports et être passionné. Alors, il y a les sportifs et puis il y a les supporters. Est-ce qu'on doit être supporter pour travailler dans le sport? Moi, je pense qu'il faut être bon spectateur. Alors, c'est quoi un bon spectateur? Alors moi, par exemple, je ne suis pas un bon supporter. Je ne défends pas une équipe ou une autre. Ce que j'aime, c'est pas venu avec une écharpe. Non, j'ai pas un porte-clés. Moi, ce que j'aime, c'est le spectacle et l'engagement des 2 équipes. Et au final, ce que j'aime, c'est de voir un beau spectacle et de voir 2 équipes qui sont, si tant est que ce soit des sports d'équipe ou c'est un sport individuel, de voir de l'engagement.
Voilà, faut que ça claque. Et après, oui, je peux avoir des préférences dans le foot, dans le tennis, beaucoup dans les sports outdoor parce que c'est ce que j'aime avec certains skieurs, mais j'aime le spectacle. Donc moi, je suis toujours très content. Vous m'emmenez sur un terrain, je suis toujours très content. Que l'équipe A ou l'équipe B gagne ou perde, c'est pas grave. C'est pas tant le Moi, j'ai sujet. passé un bon moment. Ouais, que les personnes aussi et les histoires qu'il peut y avoir derrière. Ouais, et en plus, ça permet d'être un peu objectif, voilà, de garder un peu de distance et de ne pas être déçu. Ah, on n'est jamais déçu, ça c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors si par contre on est sportif, j'imagine que ça apporte quand même des atouts de travailler pour travailler dans le sport, non? Alors, sportif de haut niveau déjà, oui, ça apporte des atouts. On a de la rigueur, on connaît l'abnégation, on sait travailler, on sait s'engager, on sait travailler avec les autres. En sport d'équipe, mais pas que, même quand on est en sport individuel, on a forcément une équipe autour de soi, donc on sait l'emmener. Oui, ça a des atouts. Après, ça ne suffit pas pour travailler en entreprise. En entreprise, il y a d'autres codes qu'il faut connaître, il y a d'autres thématiques que son propre sport, qu'il faut connaître aussi. Moi, je pense que c'est avant tout une ouverture d'esprit. Voilà, faut aimer le sport, faut aimer les sports et il faut être ouvert, aller vers les autres. Et c'est cet échange qui permet d'être bon dans ce qu'on fait. Puis après, moi, je rajouterais qu'il y avait aussi une évolution du métier du sport, puisque auparavant, quand on était dans l'outdoor, en plus, les jeunes, par exemple, étaient moniteurs de ski pour travailler dans une marque de sport. C'était un peu une évidence. C'était un peu une évidence, surtout sur la promo des ventes. Et c'est assez logique, puisqu'on ne peut pas parler à un moniteur si nous, on ne connaît pas et on fait du chasse-neige. Mais les métiers ont tellement changé, se sont professionnalisés, sont développés dans le digital, par exemple. Donc on voit bien que l'appétence, elle est importante. Mais par contre, ce côté, je suis un expert, commence à changer. C'est même plutôt un expert métier. Oui, c'est ça qui a un petit peu restructuré le monde du sport, en tout cas dans les 10 dernières années. Un expert métier qui connaît le sport, qui connaît la pratique même du sport. Parce que finalement, dans une entreprise, il y a plein de facettes, plein de métiers. Donc certains qui nécessitent le fait de bien connaître le sport en question, et puis d'autres un petit peu moins en fait, c'est ça? Donc il peut y avoir une place finalement pour tous les profils? Oui, il y a une place, et puis un peu ce que disait Grégoire, c'est aussi ce côté curiosité, ouverture. Moi je connais des community managers dans les stations de ski, c'est des gens qui savent bien skier, mais pas forcément des grands skieurs, mais ils ont l'œil, ils aiment ça, ils vont se lever le matin pour faire une photo de la neige qui tombe. Donc c'est ça aussi, c'est cet esprit d'ouverture. Et je pense que le sport est un monde aujourd'hui qui s'ouvre, qui était très fermé. Auparavant, on était dans le foot, dans le rugby, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Et c'est ce qu'on veut aussi par rapport à nos jeunes, c'est qu'ils aient un peu de minding quand même. La sérendipité, aller d'un sujet à un autre. Tout à fait. Alors, on va revenir à ta passion. Tu es fan d'outdoor. Oui. Je pense que tu as sûrement un site internet à nous recommander que tu aimes particulièrement, à tous ces passionnés sûrement qui nous suivent. Je penserais au-delà d'un site à l'Outdoor Sports Valley. C'est l'association de l'ensemble des entreprises de l'outdoor. Ça va du fabricant de tentes au fabricant de vêtements techniques ou pas, de ski éventuels, ou de solutions de service ou de voyage. Et ils ont toujours... ils sont sur l'innovation, ils sont sur la recherche et développement, il y a plein de choses à voir. Allez voir sur le site Outdoor Sports Valley, OSV, il y a plein de choses. Ça permet de connaître plein d'acteurs en plus plein de d'acteurs. l'outdoor. Voilà. Ça, ils ont le listing, il y a toutes les références, il y a toutes les pointures et des gens qui sont assez accessibles. Ils sont basés à Annecy, que tu connais bien. Et de toute façon, c'est dans l'arc savoyard, haut-savoyard et annécien que ça se passe. Mais ils sont partout. Mais allez les voir, c'est vraiment hyper intéressant. Outdoor Sports Valley. C'est noté. Et je rajouterais qu'ils font aussi de l'incubation, puisque tu parlais d'innovation et le sport est un monde d'innovation. Et aujourd'hui, ils font de l'incubateur. On a un étudiant qu'on avait vu, Anthony, qui est rentré dans l'incubateur d'OSV. Donc, ils sont là aussi pour accompagner les jeunes et leur permettre de devenir demain des futurs experts du sport. Et alors, je ne sais pas si le temps roule, c'est toi qui as l'œil sur le chrono. Je vais commencer à travailler pour un événement qui s'appelle Sport Unlimited, Sport et Innovation, avec plusieurs dates en France, à Nice, à Toulouse, à Lille, à Lyon. Sport et Innovation, et on parle d'incubation. Il y a plein de choses à faire autres que d'être sur le terrain à courir. Voilà. Sport et tech, ça aussi, ça peut être un autre moyen d'arriver. Sport et santé, sport et éco-responsabilité. Voilà, le sport mène à plein de choses. Ouais. Génial. Et pour terminer, un conseil que tu donneras à nos amis lycéens qui sont passionnés et qui, voilà, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour aller travailler dans le sport? Vous tapez à la porte de l'INSEC. Voilà. Non, mais de pas se dire, tiens, je ne suis pas sportif de haut niveau, je ne pourrais pas. Voilà. Et surtout, comme on disait, de ne pas voir que le côté résultat, que le côté je vais sur le terrain, d'aller voir autre chose. Si vous êtes fan de sport santé ou de santé, il y a un prisme par la santé, par la technologie, par la science, par la recherche. Il y a plein d'autres choses que vraiment le résultat lui-même et l'effort physique. Ouais. Et plein de types d'acteurs du monde du sport chez lesquels... il faut se renseigner. L'INSEC est un super vecteur, il y a plein de choses à faire. Moi, j'apprends aux jeunes à filmer. Je ne suis pas le meilleur caméraman du monde. En revanche, les idées, je leur dis, ayez une bonne idée et développez-la. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci Florence.
Avant de se lancer dans une formation, c'est évidemment mieux de s'assurer que cet univers du sport nous convient vraiment. Alors, quelles sont les questions à se poser? On vous propose de prendre les bons conseils du parrain du pôle, Pierre Niguet. Rebonjour Pierre. Rebonjour Florence. Je dirais qu'il y a deux types de conseils, des conseils très pragmatiques. Le sport, par essence, c'est quelque chose de très chronophage, puisque ça se déroule le week-end. Ça se déroule le soir, donc quand vous travaillez autour du sport, il faut savoir mettre de côté aussi toute une gestion de vie personnelle, accepter aussi un rythme qui est très particulier, qui peut se finir tard. Ça, c'est un conseil basique. Et après, il y a un conseil peut-être plus philosophique, plus éthique, de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je dis souvent qu'on a le droit de refuser de faire des choses, on a le droit de vouloir faire du sport, d'aller dans du business et s'apercevoir que ce n'est pas ce qu'il nous faut, d'aller dans les médias et on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas. Donc, c'est important de tester, de faire des stages, d'aller à la rencontre de professionnels, de parler à un entourage au sens large du terme, et ensuite d'éliminer pour se dire ça ne me correspond pas, ça j'ai testé, je ne veux pas le faire. Et ça te permet d'avoir un cheminement assez rapide, faites pas ça jusqu'à 60 ans, mais ça vous permet de choisir assez rapidement. On n'est pas obligé de trouver tout de suite en fait, ça peut être aussi et accepter de se tromper, accepter des erreurs, ne pas se dire que le premier stage qu'on fait à 18 sera le bon. Et si ça se passe mal, c'est aussi, moi mon premier stage s'est très mal passé, en l'occurrence pour un exemple précis, alors que c'était à France Football qui est la bible du foot. Et je me suis dit, ok, bon, ça ne m'a pas correspondu, mais il faut quand même que je continue à gratter, à chercher, et à ne pas se dire que la première erreur est fatale en fait. Très bien, alors on a Pierre, mais on a aussi Tom Spielmann. Toi, tu es étudiant en 2e année de ski-études. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce domaine du sport? Alors moi, j'étais engagé dans des sports en compétition depuis longtemps, et j'avais envie du coup de continuer dans cette voie. D'en faire ton métier? D'en faire mon métier, ouais. Du coup, maintenant, je suis moniteur de ski et je fais aussi pas mal de montagne. Donc, je prépare un DE de guide de haute montagne pour dans quelques années. Très bien. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, particulièrement dans cet univers du sport? Eh ben, moi, j'aime bien partager surtout, être avec des passionnés, des gens qui sont vraiment à fond dans ce qu'ils font. C'est l'engagement, c'est l'implication, la passion partagée? Ouais, je pense que c'est ça qui m'attire le plus, ouais. Qui te fait vibrer. Super, on va repasser à toi Pierre. Je crois que tu as identifié pour nous quelques grands sous-domaines, parce que le domaine du sport c'est extrêmement large. Est-ce que tu peux nous raconter ces différents sous-domaines? On va dire qu'il y en a 3 qui sont généraux. Il y a le domaine, celui que je maîtrise le mieux, des médias et de la communication. La radio, la presse écrite, les émissions de télévision, les agences de communication sur l'événementiel par exemple, qui fonctionnent aussi très très bien. Ensuite, il y a tout un domaine, alors que je dirais de business. Voilà, tout ce qui est la commercialisation du sport, tout ce qui est autour des articles de sport, tout ce qui est du contrôle de gestion dans des structures sportives, du développement, du marketing, du branding, tout ça ce sont des thèmes d'actualité. Et puis il y a un pôle qui n'est pas à négliger à mon sens, qui est le pôle des politiques publiques, des pouvoirs publics. Voilà, le sport, c'est aussi pouvoir à l'échelle sociale et sociétale faire avancer certaines choses, dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif par exemple. Et tu remarqueras que je n'ai pas parlé aussi d'un 4e pôle qui est le pôle des sportifs de haut niveau, parce que ça je pense que c'est très compliqué, mais il existe aussi, voilà, évidemment, un footballeur professionnel fait partie du sport, et c'est très particulier, mais ça existe. Il y a peu d'élus, il y en a beaucoup qui le veulent, mais il y a peu d'élus, mais ça existe aussi. Voilà. Ça en fait partie. Pour revenir à toi, Tom, justement par rapport à tous ces univers dont on vient de parler, toi tu le vois comment ton avenir? Tu aimerais faire quoi? Eh ben moi j'aimerais bien, donc là je bosse déjà un peu à mon compte du coup dans le monde du ski pour le moment, donc j'aimerais bien continuer un peu dans cette voie en tant qu'auto-entrepreneur et peut-être plus tard monter une société qui fonctionnerait un peu comme une agence de voyage qui emploierait des guides et des moniteurs justement. D'accord, tu as déjà une petite idée et tu vas voir… J'ai une petite idée, ouais, voilà. Et je crois que tu as un projet sportif en cours assez unique, assez particulier. Tu peux nous raconter? Ouais, alors du coup, depuis quelques mois, on prépare une expédition en Patagonie, donc en Argentine, en Amérique du Sud. Ça s'appelle Road to Fitzroy. Et du coup, notre objectif, ça sera d'aller grimper une montagne assez emblématique, ça s'appelle le Fitzroy du coup. Et peut-être d'aller ouvrir des voies dans une vallée d'un massif pas trop loin. C'est ambitieux. Et c'est audacieux, bravo. À ton avis, quels sont les atouts à faire carrière dans le sport, Alors, d'après moi, le sport, c'est un marché comme il en existe des dizaines. Mais peut-être que d'avoir un petit vécu en tant que sportif, ça donne toujours un avantage. Et surtout, avoir pratiqué un sport, pour moi, ça donne une certaine hygiène de vie, une certaine rigueur.
qui sera C'est un toujours style de vie en fait pour toi, le c'est fait clairement un de style travailler de dans vie. l'univers du sport. Ouais. De travailler dans l'univers du sport, mais aussi d'être sportif, Ouais. même amateur, enfin à quelque niveau que ce soit. Tom, est-ce que tu aurais peut-être un influenceur, une chaîne YouTube, un média à nous recommander? On sait que tu es un passionné de l'escalade et de la montagne. Alors moi, une chaîne YouTube que je suis beaucoup, c'est la chaîne du GMHM, donc du groupe militaire de haute montagne. C'est une équipe d'alpinistes de haut niveau qui fait partie de l'armée et qui prépare des expéditions, qui mettent au point des techniques pour des milieux plus ou moins extrêmes et qui ensuite les enseignent au régiment de l'armée, quoi. C'est génial. Et tu vois quoi sur cette chaîne? Donc il y a quoi? Eh ben, ils vont dans des voies très dures, des endroits très isolés du globe. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'ils restent toujours très humbles face à ces exploits qu'ils réalisent et qu'ils retransmettent et qu'ils expliquent pour que tout le monde comprenne. Ça fait vraiment partie des valeurs du sport, l'humilité. Ouais, du sport et de la montagne en particulier, je pense. Oui, c'est sûr, avec tous les risques qu'il y a autour. Pierre, selon toi, à ton avis, quelle image d'Épinal tout lycéen qui se lance dans une carrière dans l'univers du sport va devoir dépasser? En fait, finalement, est-ce que l'univers du sport vu de l'extérieur et vu de l'intérieur, c'est la même chose ou pas? Attention à ce que tu vas nous dire. Non, c'est une question intéressante et Dieu sait que j'aurais pas envie d'être cynique ou d'être manichéen, mais évidemment, et je reviens à ce qu'on disait au début en introduction tout à l'heure, l'émotion elle est prégnante. Il faut, je pense que Tom, il a l'émotion de la montagne, l'escalade, l'arrivée au sommet, tu dois ressentir quelque chose d'assez fort. Donc l'émotion elle est là. La complexité, c'est que c'est un univers de strass et de paillettes, de publicisation. Je veux dire, je prends toujours les exemples, mais Lionel Messi, Neymar, je prends évidemment des exemples particulièrement bling-bling. Et toute la difficulté et le rapport qu'on a à cela, c'est-à-dire qu'il faut avoir, on en parlait d'humilité à quelques minutes, l'humilité de travailler dans ce secteur-là en faisant un peu preuve de pragmatisme, en ayant conscience que, moi j'aime bien le terme de vraie vie, c'est un peu mon expression, c'est pas la vraie vie, c'est pas la vraie vie. Il faut faire attention, voilà, pas se faire un petit peu obscurcir par les strass, le miroir les aux paillettes. alouettes. Un petit peu, c'est un petit peu ça qu'il y a dans le sport. Donc quand vous côtoyez, quand vous êtes le merchandising, quand vous faites une publicité avec Kylian Mbappé, quand vous interviewez, quand vous êtes un média, un sportif de très haut niveau, voilà, faut toujours rester à sa place, profiter, avoir les émotions, être content, mais rapidement aussi avoir les pieds qui touchent le sol. Donc on retiendra, je pense, de notre séquence la notion d'émotion et puis garder les pieds sur terre en même temps, les deux, et l'humilité. En escalade, les pieds pas toujours sur terre, mais en tout cas c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux pour cette séquence et puis à très bientôt. Le sport, comme on a pu le découvrir depuis le début de cet Afterwork, recouvre des métiers et des profils très différents. Mais avant de travailler, eh bien, il va falloir se former. David Bouvier, vous êtes le directeur du pôle expert sport au sein du groupe Omnes Éducation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur toutes les options de parcours de formation qui s'offrent aujourd'hui à un jeune qui a envie d'évoluer dans cet univers du sport? Oui, avec plaisir. Alors, le groupe Omnes Éducation propose plusieurs types de formations qu'on va décomposer en deux écoles. La partie bachelor et la partie master. Donc, partie bachelor, c'est après le bac. D'accord. Donc là, on va avoir 3 années d'études. Où l'idée, ce qu'on a eu, c'est vraiment de créer toute la culture du sport, puisqu'un jeune, qu'est-ce que le sport, quels sont les métiers, on voit bien que c'est un petit peu compliqué. Donc, ils vont commencer en première année avec 30% de spécialisation en sport. Donc là, on va être sur l'histoire du sport, la culture générale. Donc, un peu balayer ce qu'il va falloir qu'ils aient, c'est-à-dire connaître. Un socle et une découverte. Un socle, et puis aussi leur donner les bons rythmes. Voilà, il faut qu'ils soient passionnés. Alors, ils sont passionnés de sport, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent avoir une culture du sport. Donc ça, c'est la première année. La deuxième année, on va commencer à aller un peu plus loin. On va faire 40-50% à peu près. Où là, on va commencer à donner des cours qui sont plus spécialisés, par exemple, dans le marketing, dans le sport. Vous voyez, on garde le marketing, mais on donne des exemples du sport pour qu'ils aient appliqué des compétences clés, puisqu'on voit bien que le domaine est un peu différent. Et après, en troisième année, où là, globalement, ils sont un petit peu plus sûrs d'eux, du domaine, ils terminent avec une spécialisation où à 70%, 60-70% de cours vraiment liés à l'univers du sport. Donc là, ça va être du marketing, de la communication, de l'événementiel. Donc là, globalement, on leur donne toutes les compétences pour aller soit sur le marché du travail, directement, quand on fait un bac+3, on a globalement les compétences pour aller sur un marché du travail avec des métiers précis.
Parce que voilà, il y a des métiers qui sont peut-être plutôt promoteur, commercial, peut-être community manager, etc. Et il y a un marché de l'emploi pour ces… Et il y a un marché de l'emploi, oui, il y a un marché de l'emploi pour globalement de l'opérationnel. Donc on est plutôt dans les métiers opérationnels. On peut travailler dans un magasin par exemple. Alors on ne sera pas manager, on va être plutôt au début peut-être vendeur et progresser. Donc il y a un marché. Et après, si l'étudiant veut continuer ses études et se spécialiser, il va avoir deux choix. Soit il se dit que le sport c'est son truc et il va continuer dans le master sport. Donc là on est en marketing management du sport, où là on va aller plus loin dans tout ce qui est pilotage, encadrement, un peu les outils qui vont lui permettre de prendre des responsabilités et sortir en fin d'études avec des postes plutôt avec responsabilité, encadrement, etc. Manager. Alors manager, souvent, je fais toujours un peu attention. On ne va pas manager 30 personnes en sortie d'études, mais plutôt manager un projet. Parce que manager, ça veut dire ça aussi, c'est avoir de l'autonomie. Et puis après, voilà, avoir des responsabilités. Ou si l'étudiant, après son bac plus 3, se rend compte que le sport, il aime bien, mais il a peut-être une compétence à chercher dans un domaine plus pointu, je sais pas, le digital, la tech, ben, il pourra changer. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas les étudiants dans le monde du sport. D'accord. Ça, c'est important, important. De le redire à la fois pour les lycéens, mais aussi pour leurs parents. Exactement. C'est que ce n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'on peut bifurquer en cours de route. Oui, tout à fait. C'est un peu notre force par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui dans le groupe Omnes Éducation. C'est la possibilité d'avoir déjà un bachelor généraliste, puisque le bachelor, il aura le même que tout le monde. Oui. Ce n'est pas un bachelor sport où globalement les étudiants ils se disent il n'y a plus de marché de sport, les choses sont plus compliquées. Ensuite, il y a une couleur sportive. Il y a une couleur, une spécialisation, ce qui permet vraiment de bifurquer s'il le faut. Moi, j'ai des étudiants qui ont fait sport et vont en finance, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que la finance, ça leur plaît énormément. Ils restent dans des entreprises du sport. Ce n'est pas parce qu'on fait de la finance qu'on peut travailler dans le sport. Vous voyez, c'est aussi le domaine. Et puis, parfois, ils veulent chercher une compétence plus pointue. Donc, j'adore le sport, je veux travailler dans l'univers, mais j'ai trouvé une alternance, par exemple, dans une entreprise qui veut un spécialiste du référencement. Donc là, on est dans l'univers du digital, donc on va chercher un master plus spécialisé. D'accord. On a également aussi pour un secteur, on a l'UM Monaco, puisqu'on est une école internationale, où avec l'UM, on est sur la gouvernance du sport. Donc on a aussi, c'est plus spécifique, c'est un master, mais sur des types de métiers, on se rend compte aussi qu'il y a des besoins sur du full English, sur une appétence différente. Et là, c'est des étudiants du monde entier qui viennent. Plus tourner vers l'international. Tourner vers l'international. Donc ça, c'est à Monaco. En termes de campus, d'ailleurs? Alors, tous les campus proposent les formations dans le domaine du sport. Donc, Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry. On a également Monaco, comme je vous l'évoquais. Donc, l'étudiant a beaucoup de possibilités. Et puis, il a beaucoup de possibilités liées au territoire. Aujourd'hui, on ne fait pas la même chose à Bordeaux au niveau du sport qu'on va faire à Paris ou qu'on va faire à Chambéry ou à Lyon. Donc c'est aussi ça l'intérêt pour lui, c'est de changer de campus en fonction de son projet pro, en fonction des opportunités de travail, puisque ça va être différent. Et ça, c'est un plus pour nous dans le groupe Omnes Éducation, d'avoir la possibilité aux jeunes de trouver sa voie et de la trouver un peu partout, quoi. Et les écoles aussi fonctionnent pas mal avec un rayonnement local aussi d'ailleurs. Oui. Alors nous, en fait, dans le projet sport, on a vraiment l'idée d'avoir une unité de programme, c'est-à-dire que les programmes qu'on va faire à Bordeaux-Paris sont coordonnés et résultat, l'étudiant suivra le même programme. Ça, c'est hyper important aussi pour ne pas avoir de différence. Mais il n'empêche que l'écosystème des régions, des territoires sera différent. Et chaque école développe son réseau d'entreprise, donc par, entre autres, de l'alternance, des stages, de la professionnalisation. Et ça, c'est une force dans notre groupe, c'est de vraiment être en lien de façon très, très proche avec notre écosystème. On a des intervenants pros qui viennent également dans les formations, ce qui permet aussi d'avoir du réseau. Puisque l'intervenant, il découvre des étudiants, il veut les prendre en stage. Il sait où les trouver. Il sait où les trouver. Et après aussi, c'est ce que je me rends compte, parce qu'on a créé cette école du sport il y a très longtemps. Elle date de 92, les Jeux Olympiques d'Albertville. Ah oui. Ah oui, avec le CESNI qui était l'école d'origine. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'alumni. On a beaucoup d'alumni dans les entreprises du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un étudiant qui a suivi nos programmes… Les alumni, ce sont les anciens élèves. C'est les anciens élèves, oui, tout à fait. Voilà. C'est du latin, je crois. Oui, voilà, et donc on va dire les diplômés. Allez. Les diplômés. Alors, peut-être les diplômés, voilà, c'est les diplômés. Et c'est vrai qu'il y a une vraie cooptation. Le sport est un milieu de cooptation de réseau, et on se rend compte que l'étudiant… Cooptation, ça veut dire… Cooptation, c'est-à-dire globalement, je vais prendre quelqu'un que je connais et je vais… Je sais qu'il a fait la même école que moi. Je sais qu'il a fait la même école que moi. Ça me rassure. Ouais, ça me rassure, puis il y a une fierté, parce qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance, et je vais plutôt favoriser lui. Et on se rend compte dans le domaine du sport que c'est très, très présent. Ouais. Donc, autant capitaliser dessus. Autant capitaliser dessus, choisir la bonne école, parce que aussi c'est ce qui va créer cette dynamique. Moi, je le vois vraiment sur l'ancienneté, puisqu'on a des programmes, on a un programme master qu'on a lancé il y a 10 ans. Tous les étudiants aujourd'hui ont de l'emploi, parce que nos écoles sont vraiment dans une optique de trouver un job. On reste vraiment dans cette approche-là.
formation professionnalisante avec l'optique de l'emploi. Et aujourd'hui, les jeunes trouvent du job dans un secteur quand même pas facile. Fermé, mais la cooptation. Où c'est possible. En tout cas, il y a toutes les clés. En tout cas, toute la formation proposée par l'INSEC propose toutes ces clés pour permettre d'optimiser les chances ensuite de trouver chaussures à son pied. Tout à fait. Basket à son pied. Exactement, voilà, basket à son pied, tout à fait. On vous propose maintenant de faire la rencontre avec un étudiant très impliqué dans la vie de son école grâce à un projet inédit, l'association Team Sport Events. Bonjour Antoine. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'inviter. Alors avant que tu nous en dises plus sur ce qu'est Team Sport Events, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots ? Alors pour résumer un peu mon parcours professionnel, donc moi j'ai obtenu en 2019 un bac scientifique au lycée Marlioz à Aix-les-Bains. Et quelques mois après, je suis rentré à l'INSEC Chambéry. Et donc, depuis 3 ans maintenant, j'étudie dans la spécialisation sport. Très bien. Et c'est quoi alors la vocation de Team Sport Events ? Alors, l'association qu'on a créée, qui s'appelle donc Team Sport Events, elle a pour but de coordonner les partenariats en fait, entre l'école, donc l'INSEC Chambéry, et puis les grandes marques de sport qu'il y a dans la région. Donc, comme par exemple l'Open Soprasteria, qu'on va revenir après. Est-ce que tu as un exemple justement ? Justement, l'Open Soprasteria, c'est un grand tournoi de tennis qui a lieu sur Lyon et en fait qui invite de nombreux tennisman futurs pépites, on va dire, sur le circuit ATP. Et donc, nous, on a pour but de coordonner le partenariat entre l'Open Soprasteria et l'INSEC Chambéry. L'objectif, ça va être de placer des bénévoles que nous, on va recruter en tant que stagiaires sur cet événement et ils vont venir aider à l'organisation et au bon déroulement de cet événement. Donc ça va permettre à des étudiants de mettre les mains dans le cambouis, de vraiment expérimenter pour de vrai cet événement vu de l'intérieur. Exactement, donc ils vont apprendre durant leur cours comment gérer un événement, comment gérer ce qu'il va falloir faire pour que l'événement se passe bien et ensuite ils vont mettre en pratique sur le terrain. Super. Et toi, cette expérience dans cette association, elle t'apprend quoi ? Qu'est-ce que tu as découvert ? Alors, j'ai créé cette association durant mon stage, si on peut appeler ça un stage, parce qu'en fait, nous, on a vraiment cette chance avec Thomas Dory, avec qui je réalise cette association, d'avoir un stage avec beaucoup de liberté. On a vraiment la chance de mettre nos idées en place et sur cette association d'avoir limite carte blanche, en fait. Donc, on apprend vraiment à se coordonner nous-mêmes et à se professionnaliser plus rapidement, on va dire. L'autonomie sur le terrain. Exactement, et pas tous les étudiants ont cette chance-là, donc on en profite. Tu as bien raison. Je crois que tu as un slogan aussi pour ton asso. Alors le slogan de l'association, c'est « Learning by doing », l'apprentissage par la pratique. On a envie que quand on va mettre les bénévoles ou les stagiaires sur les événements, on a envie que justement ils découvrent les événements, mais aussi que ce qu'ils ont appris en classe, ils le mettent en pratique sur le terrain. Par exemple, le lundi, mardi, ils vont apprendre en cours des choses et le week-end, ils vont faire une action de bénévolat ou un stage quelques semaines après et ils vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris en cours avec les intervenants. C'est vraiment les choses très concrètes, très pragmatiques. C'est justement ce que nous permet l'INSEC Chambéry. C'est génial. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire comme job plus tard ? Alors moi, plus tard, mon rêve ultime, c'est de travailler dans un club de foot. Pourquoi pas l'Olympique Lyonnais ? Je suis un grand fan de foot et de l'Olympique Lyonnais. Donc si jamais l'équipe nous écoute… Voilà, si jamais l'équipe nous écoute, je suis très grand fan et mon rêve ultime, c'est de travailler dans ce milieu-là. Eh ben, très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Merci, c'est gentil. Au sein de l'école, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ? Parce que découvrir le métier qu'on a envie de faire dans l'univers du sport, c'est pas évident. Il y a des choses qui sont organisées pour vous permettre un petit peu de découvrir les métiers du sport ? On a la chance que l'INSEC Chambéry mette en place énormément de choses justement pour qu'on découvre les métiers du sport et ce milieu-là. On a tout d'abord les rendez-vous INSEC Sport qui se déroulent un mercredi sur 2. Donc c'est des rendez-vous où on a la chance de découvrir une personnalité qui fait le sport en France. Génial. Il vient justement nous apporter son expérience, son métier, nous faire raconter découvrir son quotidien. Exactement, raconter son quotidien. Et derrière, nous, on a un peu plus une idée un peu plus précise du métier et du milieu du sport. Top. On a aussi des masterclass, donc ça c'est plus dans l'école on va dire, c'est des intervenants un peu de la région de Chambéry et Rhône-Alpes qui viennent nous faire découvrir leur métier, nous apprendre des choses et puis derrière il y a un petit débat questions-réponses qui nous permet nous de nous dire, il y a une petite lumière qui va s'allumer dans notre tête, ah tiens ça me fait plaisir, j'aime beaucoup et j'ai envie de me lancer là-dedans. C'est génial, non ? En plus, ça doit être des jolies rencontres et puis tu te crées en même temps un réseau de relations, j'imagine. C'est des très jolies rencontres, c'est justement le réseau qui se crée. Quand je suis arrivé en B1, on nous a dit le mot réseau. On a entendu ça pendant 1 an. Et maintenant, en 3e année, on a la chance de pouvoir avoir un réseau un peu plus élargi qu'en première année. Et c'est ce que nous permet l'INSEC Chambéry. Canon. Alors pour terminer, ça serait quoi le média, peut-être un compte sur les réseaux sociaux, que tu recommanderais à un lycéen qui se passionne pour l'univers du sport ?
Alors pour un grand passionné de l'univers du sport, je lui conseillerais d'aller voir CS Actu. Donc c'est un journal étudiant dont tu l'as pas choisi au hasard Non, je ne l'ai pas choisi au hasard. Pourquoi? Parce que j'en fais partie, justement, je suis journaliste pour ce magazine. C'est un journal créé par des étudiants, pour des étudiants. Donc on écrit sur l'actualité sportive et autres. Donc on écrit sur tous les sports. Et CS Actu. CS Actu, voilà, c'est chaque semaine Actu. Et puis moi, en étant grand passionné de sport, je recommande aussi pour les grands passionnés de foot, sur Twitter, ActuFoot. Donc c'est un compte qui relaye toutes les actualités du foot directement. Donc on est vraiment informé à la seconde de ce qui se passe dans le milieu du foot. Bon, bah écoute, on va suivre alors tes aventures aussi via CS Actu. On reste connecté avec toi. Merci beaucoup Antoine pour ton témoignage sur ton association. Merci à vous, c'est très gentil. À bientôt. À bientôt. Alors si vous vous passionnez pour le sport, vous êtes sans doute très curieux de connaître la vision d'un expert du domaine sur les grandes tendances et surtout sur les prochains événements à ne pas rater. Alors on vous propose d'accueillir 2 super invités pour ça, David Bouvier, directeur du pôle expert sport, et Alain Jouve, rédacteur en chef de Sport Stratégie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Florence. Alors Alain, quelles sont les 3 grandes tendances de fond que tu as pu identifier pour nous dans l'univers du sport aujourd'hui? Alors d'abord dans, je dirais, le sponsoring à mission, que certains appellent plutôt partenaire de cause, ce qui revient exactement au même. On est sur un champ qui est différent de ce qui se fait dans le RSE classique. Donc RSE, c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est responsabilité sociale. Responsabilité sociale, exactement. Où là, on va avoir finalement un sponsor qui va se mettre au service d'une marque, mais aussi au service de la société. C'est-à-dire qu'on va finalement proposer un espace qui va être dédié, par exemple, à une association caritative ou à une cause. Tu as un exemple, par exemple? Oui, l'exemple qui vient immédiatement, c'est dans la voile, puisque c'est là où c'est le plus prégnant, en tout cas, où c'est le plus important. C'est Initiative Cœur, par exemple, c'est Link Out, ou encore, je ne sais pas, les petits doudous, qui vient pour justement financer et aider les enfants qui sont hospitalisés. Où là, vous avez du coup une marque qui vient sponsoriser un bateau, un marin ou une équipe, et qui va laisser tout son espace de visibilité à justement cette cause, à cette association caritative. Donc ce n'est pas le logo de l'entreprise qui a mis l'argent qu'on va voir, mais ça va être le logo de l'association qu'elle a envie en même temps de soutenir. Absolument. Donc c'est-à-dire que finalement l'entreprise, elle s'engage à la fois vis-à-vis de l'équipe et à la fois vis-à-vis de l'association, mais finalement elle le fait en toute humilité quelque part? Elle le fait, elle va être moins visible, mais on se met vraiment au service de la société. On a conscience ici que l'outil de communication, finalement, il est lié aussi à l'impact, au social aujourd'hui. Et on est très proche dans la démarche du mécénat, mais ça reste du sponsoring. Ça fait partie des tendances aussi que tu trouves prégnantes en ce moment? Oui, c'est des matières en plus qu'on enseigne, puisqu'on a des intervenants comme Alain, qui sont des professionnels qui apprennent ça aux étudiants. En plus, je trouve que les étudiants ont beaucoup d'impact là-dessus. Ils ont besoin… De sensibilité aussi par rapport à… Oui, sensibilité, puis ils s'intéressent à l'environnement, aux causes. Donc on voit bien que le sponsoring, s'il reste très marque, aujourd'hui il a plus d'effet, du moins d'effet. Et je crois que c'est une vraie tendance pour les jeunes qui veulent un petit peu avoir du sens, quoi. Ça leur convient bien et finalement ça permettra aux marques aussi d'avoir plus d'impact au final. Tout à fait. C'est une vraie tendance sociétale aujourd'hui. Et puis la pandémie et la crise qu'on est en train de traverser remet aussi un petit peu les pendules à l'heure. Donc ça donne plus de sens et c'est logique qu'aujourd'hui finalement ce soit en train de se généraliser. Donc le sponsoring à mission. Ensuite une deuxième tendance. Les data, l'utilisation exponentielle des data. On sait que ça existe depuis très longtemps. Ça fait un moment que les datas sont dans le sport. Le premier cas vraiment marquant, c'était en 1980. C'était pour Oakland Athletics, qui est un club de baseball. Alors, il y a eu un bouquin absolument génial qui s'appelait Moneyball, qui explique un peu tout ça. Et derrière un film qui s'appelle Le Stratège, avec Brad Pitt, qui est extraordinaire, qui raconte un peu comment, en utilisant les datas… Donc les datas, c'est les données, les informations? À partir de chiffres, en fait, et en analysant ces chiffres, on parvient à aider un club professionnel, en l'occurrence c'était du baseball, qui était dans une situation sportive catastrophique, à performer
avec un budget qui était extrêmement réduit. Donc on a analysé les datas. On optimise absolument tout. Et ça, c'est vraiment le premier cas d'analyse et de data qu'on connaît et qui a donné naissance, évidemment, ça s'est accéléré par la suite. La NBA a utilisé ça dans tous les sens. Les jeux vidéo dans les années 2000 et l'e-sport ont fait que ça s'est aussi généralisé. Et puis aujourd'hui, clairement, il n'y a plus un seul club professionnel qui n'a pas au moins son data scientist. Donc un expert de la data. Absolument. Qui va analyser toutes les données grâce à des capteurs qui sont posés sur les joueurs, etc. Ou les statistiques. Ouais, ou même, vous avez même des caméras intelligentes aujourd'hui qui permettent justement d'avoir des données. Et puis même, on a aussi tout simplement à l'entraînement, vous prenez une montre connectée, vous la mettez sur tous les athlètes. Déjà, on a plein d'infos. Une multitude de chiffres. On sait que Garmin, par exemple, a signé un partenariat avec Toulouse en rugby. Tous sont équipés avec les montres et derrière, on analyse toutes les données. Donc ça, c'est absolument fantastique. Seulement, il faut savoir les analyser parce qu'on peut avoir plein de chiffres, mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Donc on a soit un data scientist, soit carrément un data center qui se met en place dans les clubs pro. C'est encore des expertises complémentaires à celles du sport. Oui, c'est des expertises complémentaires, c'est des profils différents aussi. On se rend compte que pour être data scientist ou avoir cette culture du data, c'est des étudiants plutôt scientifiques. Donc on apporte aussi sur des étudiants qui viennent plutôt d'une formation scientifique un autre univers du sport. Ce que je disais aussi, c'est la spécialisation. Et c'est vrai que c'est une expertise pointue qui est très demandée, qui est très bien payée. Voilà, c'est des métiers un petit peu qui sont très appréciés. Et il manque aujourd'hui quand même de jeunes, donc les formations dans ce domaine-là sont hyper pointues. Et d'ailleurs, au sein du groupe Omnes Éducation, il y a l'ECE qui prépare aussi à ce type de métier, en tout cas data analyst par exemple. Exactement. Après, ça peut aller dans l'univers du sport, mais en tout cas, c'est oui, ce métier. Dans le groupe Omnes Éducation, on a la chance d'avoir aussi une école comme l'ECE, mais aussi d'avoir la possibilité, grâce à cette expertise, de le mettre dans tous nos programmes. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça concerne vraiment tous les sports. Donc quelle que soit la passion et l'univers… Pro, amateur, voilà. C'est vraiment tout le monde du sport qui court après un peu ces analyses de données, quoi. Donc le sponsoring à mission, la data, troisième tendance je dirais NFT et Metaverse. NFT, mais encore. On est sur des jetons numériques qui permettent justement à la fois d'amener un complément de revenus inespéré et surtout d'aller se raccrocher à une fanbase. Bon là, Alain, on a besoin d'un exemple concret là, parce que c'est un peu trop théorique pour moi. Un exemple concret, c'est typiquement Sorare, qu'on connaît tous, j'imagine, qui va éditer des cartes virtuelles, ou d'ailleurs parfois on les a même… non, c'est plutôt physique, virtuel. Sorare, virtuel. C'est plutôt, de temps en temps, il y a du physique aussi. Mais on est plutôt sur du virtuel, parfois en édition limitée, voire une seule édition, qu'on va acheter, qui va rentrer évidemment sur un marché de collection. Une carte de jeu, des cartes de jeu Oui, c'est une carte virtuelle sur un athlète, sur une équipe, voilà, on peut imaginer plein de choses. C'est les cartes de sport version… C'est du Panini version numérique. D'accord, version numérique, version digitale. Pour expliquer, c'est exactement ça. Et ça plaît énormément. Les jeunes en sont clairement dingues, ça c'est une certitude. Moi, quand j'aborde ça en cours… quand on parle de l'économie des NFT et Metaverse et tout, ils sont tous très branchés, ils adorent ça. Et puis ce qui est fou, c'est tout ce que ça amène comme possibilité. Là, on a le tournoi de Melbourne en tennis en ce moment, qui a métaversé complètement tout le tournoi et qui propose l'achat justement de NFT au grand public. Et sachant qu'on est venu… Donc on achète quoi dans ces cas-là? Des bouts de parcours des parcelles du terrain de tennis. Bien sûr. Sur les 400 matchs. Mais virtuels. Oui. Donc des parcelles de terrain virtuelles. Mais ça ouvre des champs incroyables. C'est sûr. C'est que Roland Garros s'intéresse à la chose, que Paris 2024 s'y intéresse aussi. Et c'est évident qu'on va voir débarquer ça dans tous les domaines. Ouais, c'est les grandes tendances de fond. C'est une nouvelle source économique, en tout cas, ça c'est sûr. Et pour terminer un petit peu d'actu, quels sont pour toi, très rapidement, parce que le temps passe très vite, les événements à pas louper cette année ou l'année prochaine? Les Jeux Olympiques d'hiver. D'hiver. À Pékin, donc qui démarre le 4 février. Et puis, je crois d'ailleurs qu'il y a un numéro spécial Jeux Olympiques de… Oui, Sport Stratégie, oui, qui est en train de terminer en ce moment. Très bien, super, on en profitera. Ouais. Quoi d'autre? Et puis, je dirais la Coupe du Monde de foot, puisque ce sera la première fois qu'on aura une édition en plus qui sera plutôt sur une période hivernale. Ça démarre le 21 novembre, je crois, de mémoire, 21 novembre. C'est au Qatar, c'est
ça va être particulier et moi j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Et toi, c'est quoi l'événement que tu attends? Moi, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, puisque c'est vrai que nous. C'est ton univers, là. Oui, l'hiver. C'est mon univers, c'est l'univers aussi d'école du campus de Chambéry. Et c'est vrai que c'est un moment qui va être important pour nous. C'est aussi il y a 30 ans, c'était les 92, c'était les Jeux Olympiques d'Albertville. Donc il y a aussi une petite connotation. Voilà, on fait des choses différentes. Et le dernier point, c'est qu'on a des athlètes, puisqu'on a un pôle sport de haut niveau. Et on a des athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques dans les disciplines. Et ça, je trouve ça génial. Donc la possibilité de faire du sport de très haut niveau, parce que les Jeux Olympiques, c'est du très très haut niveau, et de continuer les études. Donc on va les soutenir à fond. J'imagine, il y aura une fan zone de folie sur tous les campus là. Tout à fait, exactement. Super, merci beaucoup à tous les deux pour cette découverte des tendances et puis surtout des événements à ne pas rater. Et puis on reste connectés, on suivra le journal qui va bientôt sortir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé pour notre After Work consacré au métier du sport. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous remercier, vous les participants, notre parrain Pierre Niguet, tous les intervenants et l'équipe d'organisation. On vous rappelle que la totalité des séquences est disponible en rediffusion. N'hésitez pas à les regarder si besoin et surtout à les partager avec vos amis. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les formations des écoles du sport du groupe Omnes Éducation, rejoignez-nous sur nos sites internet et dans le chat, vous avez le lien. Et pour terminer, on vous donne rendez-vous pour le prochain événement du pôle sport d'Omnes Éducation au printemps prochain. Et d'ici là, restons connectés. À bientôt.